Bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par Fusis. Je suis Yannick Bolatti, cofondateur de Fusis, administrateur délégué, et je vais servir de facilitateur pour la discussion, le débat d'aujourd'hui. Alors, les intervenants du jour, nous avons Jean-Pierre Christians. Alors, Jean-Pierre est un consultant qui accompagne les organisations dans les transformations collaboratives et vers les nouveaux business models depuis déjà un certain nombre d'années. Il y a, alors, je crois 4 ans de ça, où ça s'est terminé il y a 4 ans, il avait exercé une mission auprès du gouvernement fédéral sur un plan PME. Donc, il a également une expérience dans l'État ou au niveau du gouvernement fédéral. Et il est, je dirais, relativement connu récemment par un projet majeur, puisque c'est le projet de gouvernance collaborative et de transformation du business model de partenaires professionnels, qui est un des projets les plus larges dans ce domaine-là en Belgique, puisque ça concerne 1500 collaborateurs qui sont aujourd'hui en cours de transformation. Et ce projet est également connu puisqu'il a remporté plusieurs prix, un prix en Belgique, puisqu'il a reçu le HR Award, le prix HR Award au mois de février, il y a quelques semaines. Pour le projet de transformation le plus marquant en Belgique, et y compris également un prix européen, puisqu'en novembre dernier, il a également à Paris été primé comme le projet de transformation le plus innovant. Donc c'est un prix européen par le Next Gen Summit. Voilà, donc c'est vraiment un projet extrêmement intéressant. Et donc Jean-Pierre va être le cœur du débat aujourd'hui. Et donc pour échanger avec Jean-Pierre, Laurent Ledoux, également cofondateur de Fusis, président du conseil d'administration. Bon, Laurent, beaucoup de personnes ici le connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Laurent a un long parcours dans tout ce qui est organisation collaborative, mais également direction de grandes organisations publiques et privées. Il a commencé dans l'humanitaire avec Médecins sans frontières en Afrique, au Mozambique, je crois. Il a été aussi consultant d'une façon un peu plus classique dans des cabinets comme Arthur D. Little. Il a été chef de cabinet, donc il a aussi l'expérience du public. Il a été directeur du public banking chez BNP Paribas Fortis, dans le privé, et il a été également, ça je pense que peut-être beaucoup d'entre vous l'ont vu à ce moment-là, il a été président du ministère du SPF Transport ici en Belgique, donc du ministère du Transport en Belgique, il y a 3 ans de ça, avant de co-créer Fusis avec moi et quelques autres il y a 3 ans. Voilà. Ce que je propose pour lancer le débat, et je vais poser la question directement à Jean-Pierre. Donc, aujourd'hui, on va parler de business model et de gouvernance collaborative. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce que c'est qu'un business model. Est-ce que tu peux expliquer exactement ce que c'est et en quoi ça a un rapport avec la gouvernance collaborative ? Merci Yannick. Tout d'abord, bonjour Yannick, bonjour Laurent, bonjour à toutes et tous, et merci pour votre accueil ce matin. La question du business model et de la définition du business model, c'est évidemment une question clé par rapport à la discussion de ce matin. Je voudrais peut-être remettre ça dans un contexte un peu plus global au sein des organisations et des entreprises, pour aborder de manière plus globale les connecteurs que l'on peut identifier, que l'on peut voir dans les organisations, pour faciliter la compréhension et l'adoption des activités au sein des entreprises. De manière assez classique, dans la plupart des organisations et des entreprises, la définition d'une stratégie, d'une vision, d'une mission, des objectifs concrets que l'on veut parvenir pour atteindre les résultats sont décrits, exploités, partagés, diffusés dans les organisations et les entreprises. Par ailleurs, il y a une série de plans d'action qui permettent de pouvoir réaliser au quotidien, de manière opérationnelle, les actions qui sont prévues. Entre cette expression, la stratégie, et les actions opérationnelles sur le terrain, il manque régulièrement un connecteur. Et c'est là qu'on va positionner ce connecteur de business model. Pourquoi il manque régulièrement ce connecteur ? Parce que la manière dont l'organisation va alors traduire cette vision et cette mission dans son modèle, dans ses relations, dans la gestion de ses processus,
fait l'objet souvent d'un manque de description et par conséquent aussi, à l'occasion, aussi un manque de compréhension et d'adoption. Ce n'est pas propre à des organisations dites collaboratives, dites partagées, c'est propre à l'ensemble des organisations. Ceci étant dit, ce point est encore plus crucial, et on y reviendra certainement après, dans des organisations qui ont pour ambition de distribuer le management, distribuer la responsabilité autrement dans l'organisation, en renforçant l'autonomie, le leadership au niveau opérationnel. Mais ce besoin est présent dans toutes les organisations. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire ce connecteur? Comment est-ce qu'on peut décrire ce lien du business model? De manière assez classique, la définition d'un business model, c'est la manière dont l'organisation va créer, va capturer et va délivrer de la valeur en vue de générer la rentabilité. Donc, le business model, ce n'est pas l'expression de la vision. Le business model se raccroche à une stratégie pour alors pouvoir l'identifier, la créer et la représenter dans l'entreprise et l'organisation, de manière à ce qu'on puisse identifier vraiment les connexions entre l'offre, donc la proposition de service, la valeur qui est apportée auprès du marché, auprès des clients ou toutes sortes de bénéficiaires, l'infrastructure qui en met en place dans l'organisation pour pouvoir assurer l'adéquation à ça, tout en tenant compte, bien sûr, aussi de la viabilité financière et des éléments principaux de la viabilité financière, que ce soit au niveau des sources de revenus ou des coûts qui peuvent être générés dans l'organisation pour pouvoir délivrer l'ensemble des produits et services. Et donc, c'est une description de modèle d'organisation par rapport à ça. Alors, dans la définition classique, on évoque l'impact comme étant en vue de générer la rentabilité. De plus en plus, les organisations sont conscientes aussi de pouvoir aussi décrire le business model de telle manière qu'il puisse aussi renforcer la durabilité et rencontrer la raison d'être de l'organisation. Donc, le triptyque rentabilité, raison d'être et durabilité sont trois dimensions qui sont à juste titre beaucoup plus importantes aussi dans les entreprises lorsqu'il s'agit de décrire ce business model dans l'organisation. Et je crois que c'est un élément central du projet chez Partena. Donc concrètement, comment ça s'est manifesté dans le projet chez Partena? Chez Partena, il y avait au démarrage du projet une ambition très claire assumée par les leaders, par le comité de direction de l'organisation, pour repenser, revoir son modèle d'organisation vers un modèle beaucoup plus distribué. L'ambition était claire par rapport à ça. Et pour pouvoir vraiment actionner les leviers, rendre ça concret, dans l'organisation, au-delà des nouveaux processus de gestion et de relations qu'il nous semblait important à mettre en place dans l'organisation. Cette distribution, la responsabilité, implique au niveau des collaborateurs de s'adapter, d'assumer de nouveaux rôles, de se former en conséquence dans l'organisation. Alors, comment est-ce qu'on peut s'adapter, se former et assumer de nouveaux rôles s'il n'y a pas une compréhension claire du business model de l'organisation et l'entreprise? Et là, chez Partena, mais ça ne vaut pas que pour Partena, on a constaté qu'il y avait quand même un certain gap au niveau de la compréhension dans les différentes équipes du business model pour après pouvoir l'adopter également et pouvoir se l'approprier et assumer pleinement aussi l'autonomie plus grande que l'entreprise voulait déployer au sein de l'organisation. Et donc, on a démarré à ce moment-là justement une approche qui permettait, en parallèle à une réflexion plus profonde sur l'implémentation d'une gouvernance collaborative, de pouvoir aussi décrire le business model de l'organisation en vue aussi de pouvoir le faire évoluer et de le partager au sein de l'entreprise. Il faut dire aussi que, couplé à l'ambition de déploiement d'une organisation plus collaborative, il y avait un souhait aussi au niveau de l'entreprise d'aller dans une direction d'une organisation qui était plus multiservice, multidisciplinaire, pour avoir une approche qui soit plus intégrée vis-à-vis des besoins du client. D'où l'intérêt aussi, en conséquence, de pouvoir bien comprendre le business model dans lequel on était pour le faire évoluer vers un modèle de service aussi qui soit plus adapté, plus multidisciplinaire au niveau de la combinaison des activités dans l'entreprise.
Et Laurent, ce lien entre le business model et la gouvernance collaborative ou les nouveaux modes d'organisation, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. En fait, quand on prend les modèles classiques, sociocratie, holocratie, lean, agile, on parle pas de business model. Donc, pourquoi on ne voit pas ce lien aussi couramment? Alors, c'est une bonne question et je pense qu'on devrait le voir. Les raisons, à mon avis, pour lesquelles on ne le voit pas, c'est peut-être parce que soit ça n'a pas été suffisamment documenté, soit ça n'a pas, je veux dire, le processus de mise en place de la gouvernance collaborative n'a peut-être pas été suffisamment loin. En tout cas, ce que je trouve très intéressant dans le cadre de Partenaire Professional, c'est précisément l'interaction et le feedback loop qu'il y a entre le business model et la mise en place de la gouvernance collaborative. C'est-à-dire que c'est d'une part la mise en place de la gouvernance collaborative qui a induit une série de questionnements qui ont permis de revoir le business model, mais comme l'a très bien dit aussi Jean-Pierre, il y avait aussi en germe l'envie de mettre en place un nouveau business model que la mise en place de la gouvernance collaborative a induit et vice-versa. Donc, il y a vraiment une interaction très, très forte et un couplage de renforcement entre les deux qui se fait si on va jusqu'au bout des choses, en tout cas, me semble-t-il. Et, euh, bon, les business models, c'est quelque chose dont on parle aussi, je dirais, assez classiquement dans le monde du conseil ou des affaires ou de la stratégie depuis quand même pas mal d'années. Peut-être que certains ont entendu parler des business models Canva ou d'autres outils de modélisation. Alors, business model, c'est évidemment pas un business model Canva, c'est juste un outil, mais où il y a les operation models, des lean models. Enfin, il y a plein de modèles qui permettent d'essayer de documenter ou de comprendre un business model. Souvent, c'est fait par des équipes de marketing ou des équipes de R&D. Je crois que tu as une approche beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus de terrain et notamment beaucoup plus collaborative. En quoi c'est différent de la façon classique dont on travaille sur le business model en général? Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu as utilisé le mot collaboratif et je pense qu'il est vraiment crucial dans ce contexte-là. C'est qu'à partir du moment où on est conscient de l'importance aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, et pour vraiment préparer l'avenir, de bien comprendre le business model dans lequel on se situe pour pouvoir interagir et pour pouvoir aussi faire preuve d'initiative, à développer la créativité et l'innovation dans les équipes. C'est super important de pouvoir les impliquer aussi dans la représentation du business model et après dans les évolutions que l'on veut lui donner sur base de la vision et sur base de la stratégie de l'entreprise. Donc, le volet collaboratif, il est vraiment crucial. Et donc, de ce point de vue-là, les outils dont tu parlais sont des outils qui sont clés, qui sont dynamiques, qui nous permettent vraiment d'exploiter ce modèle collaboratif. Je crois que c'est important aussi quand on met en place ce genre de démarche, c'est de le faire de manière la plus inclusive possible, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que, quelles que soient les personnes dans l'organisation, chacun à son niveau a non seulement le droit, mais aussi le devoir aussi de comprendre le business model et le business dans lequel il se situe, de pouvoir aussi y participer. On a travaillé aussi avec Partena dans une approche aussi qui permettait aussi avec un certain nombre de personnes dans l'organisation de se porter candidat pour pouvoir construire ensemble et décrire ensemble déjà le business model existant et réfléchir aussi de manière tout à fait concertée sur les évolutions de business model. Et donc, la question de l'outillage, elle est importante parce que ce qui est important, c'est de pouvoir trouver justement des outils qui soient suffisamment collaboratifs et qui évoquent un vocabulaire, un langage qui rende les choses faciles et en tout cas aisées au niveau des collaborateurs de l'entreprise. Si on utilise un vocabulaire relativement scientifique, si on utilise une démarche qui, après analyse, relève plus de l'expertise ou de la consultance de pointures qui viennent quelques jours dans l'organisation, alors la représentation du business model sera effectuée peut-être par un externe, mais ça ne visera absolument pas dans l'organisation et on aura raté une étape importante qui est justement la compréhension et l'appropriation. Donc, ces outils doivent être utilisés de manière aussi adaptée par rapport à l'environnement. Je ne pense pas qu'il y a là par rapport à ça une seule solution. Il faut pouvoir vraiment voir quelle est la situation de l'entreprise, l'organisation pour les utiliser de manière adéquate. Mais on a là
justement à travers aussi l'émergence aussi d'une démarche beaucoup plus créative au niveau des outils de développement, au niveau de marketing stratégique. On a là vraiment des leviers qui sont très facilement exploitables. Je pense que le mot facile, je l'utilise à dessein, c'est facilement exploitable, pour autant qu'on a une approche qui soit intégrée et inclusive. Je voudrais rebondir sur une question qui est posée là par l'audience, par Dominique. Alors, tu as évoqué à un moment, quand tu expliquais le business model, que traditionnellement, le business model, c'est pour générer de la valeur, et de la valeur perçue essentiellement comme du chiffre d'affaires ou de la profitabilité. Tu as précisé que dans tes projets, notamment dans celui de partenaire, c'était plus large que ça, il y avait un aspect raison d'être. Et donc, la question, c'est comment on intègre justement cet aspect durabilité, cet aspect plus... comment dire, plus profond que l'aspect purement financier dans cette démarche de business model qui a quand même historiquement été conçue d'une façon assez, je dirais, assez focus sur l'aspect profit, quoi. Comment on élargit la problématique? D'abord, les outils sont des outils qui sont vivants. Donc, je pense que rien ne nous empêche, et je pense que c'est même tout à fait indiqué, de pouvoir, à travers les démarches que l'on exploite, à travers les outils qu'on exploite, qu'on puisse rajouter des dimensions qui permettent justement, au niveau des équipes, de réfléchir sur l'impact que représente la description du business model dans l'entreprise, à la fois en interne et à la fois en externe. Et l'impact se relève de la responsabilité sociétale, la responsabilité économique, la responsabilité environnementale que l'on peut avoir, mais également aussi de ce qui détermine ce que je disais tout à l'heure, la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui détermine l'existence de l'entreprise dans l'organisation. Donc, deux éléments, je pense, par rapport à ça. D'une part, le fait de faire vivre vraiment aussi à la fois les démarches et les outils pour pouvoir justement avoir cette approche qui soit globale, qui soit vraiment englobante par rapport à la dynamique. Et puis aussi, un des, pour moi, leviers, ou en tout cas un élément important par rapport à ça, c'est de pouvoir aussi connecter aussi la démarche. Alors, ce qu'on va appeler la question du sens, quoi. Voilà, on sait tous, on lit très régulièrement des enquêtes qui sont partagées depuis un certain nombre d'années, et encore plus maintenant dans le contexte du Covid-19, sur ce qu'on appelle la perte de sens dans les organisations, en tout cas le questionnement que peuvent se poser les collaborateurs dans l'entreprise. Et l'intérêt par rapport aussi à aborder cette démarche de manière plus globale, c'est de pouvoir aussi trouver et avoir l'occasion au niveau aussi de la démarche de pouvoir vraiment avoir cette approche qui va au-delà d'un sens ou d'un objectif qui peut être purement ou exclusivement la rémunération d'un actionnaire, mais d'aller au-delà de ça. Et en allant au-delà de ça, c'est vraiment pouvoir intégrer dans les dimensions et dans les démarches et dans les attitudes aussi une réflexion plus en profondeur sur l'impact. Laurent, peut-être que tu veux toi aussi réagir sur cette question de valeur. C'est très, très important, effectivement, et on voit là toute la force de l'approche collaborative qui fait qu'effectivement, ce ne sont plus seulement les actionnaires ou les intérêts des actionnaires qui sont mis en avant, mais les intérêts de l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, qu'ils soient internes ou externes. Il y a par le collaboratif une prise en considération de tout cela de manière beaucoup plus naturelle. Et c'est ce qui mène à ce qu'on peut constater, c'est que par exemple, si on prend les B Corp, les Benefit Corporations, eh bien, parmi les entreprises les plus exemplaires de ce mouvement important qui donc vise à dépasser la poursuite du profit et d'inclure les autres impacts de l'organisation, eh bien, on retrouve des organisations telles que Patagonia, par exemple, qui sont des modèles, on peut le dire, d'une gouvernance collaborative bien appliquée depuis longtemps. Donc, il y a vraiment une connexion, je pense, forte entre les deux, qui n'est pas, je vais dire, seulement l'apanage, évidemment, de la gouvernance collaborative, mais qui contribue fortement. Moi, je voudrais faire le lien vers un autre concept qui est celui d'innovation, et que je vais définir de façon précise, parce que je sais qu'il peut être vu d'une façon différente. Mais le but d'une gouvernance collaborative ou d'une entreprise agile en général, c'est de donner le plus possible d'autonomie et de responsabilité au plus de personnes possible. Tout ça dans un cadre, de façon à ce que ça soit coordonné et en effet, on puisse réaliser la raison d'être de l'organisation d'une façon et plus efficace sur tous les éléments. Bon. Et donc, à un moment, si les personnes devaient être plus autonomes et plus responsables,
elles doivent être capables, ce que moi j'appelle innover, c'est-à-dire innover, c'est soit faire des choses nouvelles, ce que souvent les gens mettent derrière ce mot innovation, mais le plus souvent, c'est simplement faire mieux des choses qu'on faisait avant. Pour moi, améliorer un processus, avoir une nouvelle idée, faire mieux avec moins ou faire de façon plus intelligente quelque chose, c'est innover. Et donc, est-ce que il n'y a pas justement le lien, c'est que pour que les personnes puissent innover, alors que historiquement, souvent dans les grandes organisations, on leur demandait pas d'innover dans le passé, la compréhension du business model, la compréhension fine du business était réservée aux, entre guillemets, managers. Est-ce que ça, la clé ici, c'est de pas de donner aux gens les outils pour pouvoir être, entre guillemets, le maître de leurs propres innovations? Oui, tout à fait. En fait, d'abord, cette démarche de représentation, elle est très salutaire aussi dans l'organisation pour justement comprendre à la fois les enjeux, les impacts et aussi le rôle que chacune et chacun prend dans l'organisation pour y contribuer. Maintenant, au-delà de la représentation, c'est important de pouvoir le faire vivre. Et le faire vivre, c'est à la fois donner les moyens nécessaires et d'autre part, avoir une préoccupation en permanence sur l'entretien et la diffusion des informations essentielles à la vision stratégique de l'organisation. Et on touche là à deux clés qui sont fondamentales pour pouvoir justement entretenir, d'abord déployer, puis entretenir, et puis aussi faciliter, je dirais, l'évolution permanente de l'organisation et de l'adaptation de l'organisation par rapport aux besoins du client. Et donc là, on a deux points clés, c'est la mise en contexte. La mise en contexte qui permet justement à chacune et chacun de voir dans quel pièce il joue, dans quel cadre il se situe, quels sont les éléments du puzzle qui lui permettent de pouvoir agir, quelles sont les conséquences qu'une action que je vais porter sur les actions de mon voisin dans un autre cercle dont je connais les rôles et dont je connais également les redevabilités. Donc, j'ai par rapport à ça une vision assez claire des choses. Et d'autre part, d'avoir les moyens pour y arriver et de rendre ces moyens aussi permanents. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est clé. C'est clé également en termes d'attitude pour pouvoir s'assurer que cette dynamique autour du business model ne soit pas juste une action relativement éphémère, relativement statique, mais qui puisse être vraiment portée dans le temps et qui puisse être entretenue dans le temps. Et là, on touche à aussi, avec ces deux éléments clés, on touche aussi à la transformation du leadership. Qui est vital aussi pour justement assurer ces conditions les plus optimales possibles dans les équipes pour pouvoir vraiment s'approprier l'autonomie. Alors, c'est intéressant, il y a des questions sur le leadership, mais je voudrais y revenir juste après. Je voudrais creuser, c'est une question de Jean-Marie qui me demandait justement comment concrètement tu as mis ça en place. Tu as commencé à aborder les choses. Je crois que tu as mis en place des business model coach, donc c'est vraiment un processus continu. C'est pas juste, comme tu dis, 3 workshops et puis voilà. Est-ce que tu peux peut-être développer ce côté continu, parce que je crois que c'est vraiment fondamental. Pour intégrer le lien avec le continu, je voudrais juste dire que donc dans l'initiative qui a été menée au départ, après avoir s'être rendu compte vraiment du besoin de travailler à la fois sur le business model, sur le modèle d'organisation et sur le développement personnel, qui sont les 3 points clés aussi par rapport à cette démarche-là au niveau de Partena. L'initiation au niveau business model a été aussi de pouvoir intégrer un maximum de collaborateurs à réaliser cet exercice. Alors quand je dis un maximum de collaborateurs, bon, il y a 1500 personnes chez Partena, vous vous doutez bien qu'on n'a pas impliqué 1500 personnes pour pouvoir faire cette démarche. Par contre, on a capté, identifié quels sont celles et ceux qui étaient volontaires à pouvoir vraiment partager ça. Et notre but dans la démarche, c'était de le faire avec un panel de collaborateurs, de collaboratrices qui soient représentatifs de l'organisation. Représentatifs de l'organisation en fonction de leur expérience, en fonction de leur rôle, leur fonction, du service dans lequel ils étaient, etc. Et de ne pas concentrer ça auprès de responsabilités plus classiques de type marketing, mais marketing véritablement intégré aussi dans la démarche. Après, ça, c'est ce qui a permis de pouvoir représenter le business model et qui a permis après, en incluant progressivement d'autres rôles, et donc
L'idée, c'est vraiment, on travaille avec un noyau et puis petit à petit, on élargit ce noyau pour pouvoir réfléchir ensemble sur l'évolution du business model en fonction de l'ambition de l'organisation. Et donc là, on est dans la démarche d'évolution. Là, progressivement, par strates successives, il y a d'autres expertises, d'autres expériences qui se sont ajoutées à la démarche, venant de tous les services, de tous les départements. Au moment où la représentation en termes d'existant et de futur est suffisamment stable et qu'on s'est dit, voilà, là, on a vraiment un cadre qui permet de déployer ça et qui permet vraiment de le faire en parallèle avec le déploiement d'une gouvernance collaborative, là, on fait référence à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le fait vivre. Et là, il suffit pas de le présenter et puis après d'attendre que tout se passe et que ça arrive. On a fait un peu l'erreur au début. Au début, on s'est dit, voilà, on va présenter ça, on va partager ça de manière plus large dans l'organisation, on va vérifier que la compréhension est là et on va donner les contextes et les conditions pour permettre au niveau des équipes de pouvoir s'approprier ça en termes de gouvernance et ça va aller tout seul. Ben, ça va pas tout seul. Ça va pas tout seul pour plusieurs raisons. La première raison, c'est OK, c'est à ma disposition. Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Qu'est-ce que je vais générer dans mon cercle, dans mon équipe, en termes d'action, en termes de dynamique, qui tourne quand même beaucoup autour de la dynamique d'élaboration d'un processus créatif, qui n'est pas nécessairement toujours ce que je fais au quotidien dans l'exécution de mes tâches au niveau d'un conseiller, où l'essentiel des tâches reste quand même des tâches souvent d'exécution. Comment est-ce que moi je vais rentrer dans ce type de tâches-là? Et donc on a, après avoir un peu tâtonné, on est sorti d'un modèle de formation et on est vraiment directement rentré dans un modèle d'expérimentation. Et ça, pour moi aussi, c'est vraiment un axe important et aussi un enseignement qu'on tire de la démarche qui est tout à fait en phase avec la mise en place d'une gouvernance partagée. C'est vraiment travailler par expérimentation. On teste, on expérimente les choses. On agit, on ajuste, on fait sans doute des erreurs, on accepte le fait que des erreurs puissent être faites dans l'organisation, on accepte que ce passage-là soit nécessaire pour se développer et s'approprier des compétences. Mais ils n'ont pas fait l'expérimentation tout seul, et donc on a, en parallèle avec la structure d'accompagnement et de coaching sur des pratiques plus collaboratives liées à la gouvernance, initié également une démarche avec ce qu'on a appelé des business model coach, qui ont pour objectif d'accompagner les cercles au démarrage de leur vie, je dirais un peu nouvelle dans le modèle d'organisation partagée, à faciliter leur approche au niveau de la fixation des stratégies et des objectifs. Donc les stratégies, c'est en grosso modo les règles et les priorités que l'on veut atteindre, et les objectifs, c'est concrètement les buts de manière mesurable que l'on veut franchir à court terme dans notre cercle en fonction des responsabilités que l'on a. Ça a été un premier point, donc faciliter et accompagner dans la définition de cela. Puisqu'on rentrait aussi dans une démarche de fixation d'objectifs qu'on appelle ascendante, et pas dans une cascade pure et dure que l'on peut identifier dans beaucoup d'organisations. Donc, un besoin aussi par rapport à ça d'accompagnement. Et le deuxième aspect, c'est dès l'instant où les cercles et les équipes avaient une vue assez claire des objectifs concrets qu'elles se sont fixées, c'est de leur proposer également un support pour faciliter la traduction de ces objectifs en plan d'action. Et alors, à ce moment-là, l'élaboration de business case. Et donc, là, on est en chemin par rapport à ça, et on utilise également d'autres types d'outils qui permettent, plus des outils qui sont utilisés au niveau des startups, mais qui permet justement au niveau concret sur le terrain de pouvoir plus facilement faire ce lien entre objectif et plan d'action par la réalisation d'un business case. Et donc là, on facilite des workshops de réalisation de business case au niveau des équipes, de telle sorte qu'elles s'approprient cela et qu'elles osent. Parce que souvent, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une certaine peur, une certaine crainte aussi parfois d'assumer et de prendre vraiment cette nouvelle responsabilité dans les équipes. Et voilà, je pense que là, on a trouvé un chemin qui nous permet d'avoir une bonne combinaison entre le modèle, la représentation de celui-ci et l'exploitation en pratique dans les équipes. Alors maintenant, sauf si Laurent, tu veux intervenir aussi sur le côté pratique, mais sinon, je voulais remonter sur le côté leadership également. Et juste avant, Yannick, moi je trouve que tout ce que raconte Jean-Pierre est très important, et par rapport à ta question précédente,
Dans les manuels actuels de sociocratie, d'holacratie, etc., on trouve très peu sur tout ce que vient de dire Jean-Pierre. Et bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et je pense que justement, ce qu'on découvre et qu'on développe en travaillant avec Jean-Pierre et Partenariat Professionnel, c'est l'importance de la mise en place de tous ces processus ou de tous ces accompagnements complémentaires à la clarification des cercles, des rôles, des raisons d'être, des redevabilités, mais d'accompagner, comme l'a dit Jean-Pierre, au travers de l'inclusion, de l'intégration et de l'expérimentation, les cercles à pouvoir s'approprier le business model, développer leur plan stratégique, etc. Et ça, je pense que c'est encore un élément qui est trop peu connu dans la mise en place des gouvernances collaboratives, tout simplement parce que je pense que celles-ci, jusqu'à présent, ont été faites pour des petites structures qui ne requéraient peut-être pas autant d'accompagnement sur les processus transversaux ou connexes, alors que c'est le cas dans une organisation de la taille de Partenariat Professionnel. Alors, on évoquait le leadership. Alors, une des questions posées par Patrick dans l'audience, et je crois que c'est un peu le sujet depuis ces dernières semaines. Si on parle du leadership, vraiment du top du leadership, et on a tous entendu parler de ce qui est arrivé à Emmanuel Faber et chez Danone il y a quelques semaines, alors qu'il était cité en modèle, enfin Danone a été cité en modèle comme entreprise qui essayait justement d'avoir une approche plus collaborative et plus humaine dans son organisation. Est-ce que, alors peut-être Laurent pour commencer, est-ce que d'abord tu as un commentaire sur ce qui est arrivé à Emmanuel Faber, et est-ce que d'une certaine façon, le fait d'intégrer l'aspect business model et donc l'aspect business beaucoup mieux avec la gouvernance collaborative est une façon de mieux sécuriser un projet de ce type-là. Mais Laurent, je ne sais pas quel est ton avis sur l'histoire. Moi, j'apprécie beaucoup tout ce qu'a fait Emmanuel Faber. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'admire pour tout ce qu'il a entrepris. C'est évidemment très dommage de le voir quitter Danone, et c'est à mon avis contraire avec les objectifs de Danone depuis très longtemps, depuis ses fondateurs même. Mais effectivement, s'il n'y a pas un alignement fort avec les actionnaires, ça peut mener à ce type de situation malgré les succès de Danone et sa reconnaissance en tant que pionnier par rapport à toute une série de choses. Donc, ça ne fait que souligner l'importance d'avoir un partenariat fort entre la direction de l'entreprise et ses actionnaires, que ces derniers soient bien conscients et volontaires par rapport aux objectifs d'impact sociétaux que veut avoir l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Je sais en tout cas qu'au niveau de Partenariat Professionnel, c'est le cas. Il y a un partenariat fort entre la direction et le conseil d'administration, et c'est ce qui fait, à mon avis, la force de cette transformation. Mais je laisse Jean-Pierre commenter cela plus que moi. Ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est évident que les démarches dans lesquelles qu'on a initiées chez Partena et dans d'autres organisations que vous accompagnez aussi au niveau du déploiement d'un modèle de gouvernance collaboratif, c'est pas du court terme. Et donc, si l'organisation, l'entreprise reste dans une logique de court terme, et forcément les entreprises cotées en bourse auront une pression différente que celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, maintenant parfois même dans des organisations qui ne sont pas cotées en bourse, la pression peut être aussi une pression de court terme, et dans l'associatif aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est pas nécessairement propre à ce profil de structure, mais on n'est pas dans une logique de court terme. Alors ça, c'est clair. Si on estime qu'il suffira de décréter l'appropriation et la compréhension du business model ou décréter la mise en place d'une organisation collaborative et qu'en 6 mois tout sera réglé, ne faites rien du tout. Voilà, ne faites rien du tout parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien et ça fera même beaucoup plus de dégâts qu'autre chose parce que la situation dans laquelle l'entreprise, les collaborateurs, c'est une situation chaotique. Donc, on est vraiment sur des moyens termes. Alors, quand on parle de moyens termes, on parle d'années, quoi. Je voudrais dire ici quand même qu'il y a vraiment une préoccupation de désapprentissage pour être dans une démarche d'apprentissage. Et donc,
on travaille sur les deux. Il y a une forme de désapprentissage. Alors, le désapprentissage est peut-être plus important en fonction des générations. Il y a des générations qui vont désapprendre plus vite parce qu'elles ont, de ce point de vue-là, elles ont un autre contexte social ou un autre contexte personnel que d'autres. Mais il y a une forme très claire de désapprentissage. Désapprentissage dans lequel on retombe assez vite lorsqu'on est dans une situation d'urgence, dans une situation plus critique. Et l'apprentissage, cet apprentissage-là, ça prend du temps, tout simplement. Ça prend du temps et ça passe par un certain nombre d'étapes. Par contre, au fur et à mesure qu'on avance dans la démarche, l'avantage principal, c'est qu'on ancre beaucoup plus la transformation dans l'entreprise. Et en profondeur, à travers aussi les intégrations et à travers aussi la capacité au niveau de l'adaptabilité et la réactivité. Peut-être ça me permet juste de faire le lien avec le contexte Covid aussi par rapport à ça. On a vécu en live directement chez Partena le début de la crise et avec des équipes qui étaient dans la démarche de transformation depuis un certain temps et d'autres qui ne l'étaient pas du tout puisque le parcours n'est pas terminé. Et on a pu observer directement, c'est que la capacité de réactivité, que ce soit sur la gestion des relations internes, que ce soit sur les pratiques de fonctionnement, que ce soit sur la réactivité par rapport aux besoins des clients et la capacité à pouvoir ajuster les choses, elle a été présente partout. Donc, je ne vais pas dire que c'est propre à des organisations plus collaboratives, mais nous, on a pu faire la comparaison en interne directement dans un contexte similaire avec des équipes qui s'y trouvaient, d'autres qui s'y trouvaient pas ou pas encore dans le trajet. Et on a vraiment pu évaluer très très vite l'efficacité avec laquelle le modèle d'organisation, à la fois sur le plan des processus, sur le plan aussi du volet business, avait tout son sens parce que ces équipes-là étaient tout de suite dans l'action, se posaient moins de questions sur savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, quels sont les moyens. Et ça, c'est vraiment un levier important. Peut-être encore dernière chose, Yannick, qu'on n'a pas abordé, c'est la transparence. Aussi, tout ça ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a une vraie transparence qui est partagée dans l'organisation parce que business model, c'est quelque chose de vivant, ça vit, donc ça évolue, les pratiques qui y sont associées aussi, et donc il y a une nécessité absolue d'avoir une transparence totale sur ce qui est partagé dans l'organisation pour pouvoir justement permettre aussi au niveau business, justement aux équipes de pouvoir être autonomes. Oui, Laurent, tu voulais… Oui, tout ce que dit Jean-Pierre amène à qualifier un peu le type de leadership qui est requis, hein, puisque c'était ça ta question, Yannick. Je pense que ce que Jean-Pierre a mis en avant implique plusieurs choses. Ça veut dire d'abord un leadership qui est prêt à s'engager dans la durée, donc qui est prêt à faire face à d'éventuels setbacks au niveau court terme, mais pour promouvoir une nouvelle dynamique à long terme. Donc ça demande un leadership déjà très fort, qui est prêt à se projeter dans le long terme et à résister aux pressions court terme. Deuxièmement, un leadership qui est ouvert à distribuer le leadership, hein, puisqu'il laisse vraiment s'approprier l'ensemble de l'organisation, toute une série de choses qui étaient jusqu'ici retenues par le top du management et puis cascadées du haut en bas. Et troisièmement, c'est un leadership qui accepte aussi, je vais dire, de donner la transparence sur toute une série d'éléments très importants et de partager tout cela. Donc, pour moi, de ce point de vue-là, ça demande vraiment un leadership d'une trempe particulière qui est prêt à se remettre en question et à distribuer le leadership. Maxime, qu'on connaît bien, le Maxime qui est dans l'équipe avec laquelle on interagit beaucoup, pose une question que je trouve en effet intéressante, c'est comment on fait le lien de ces business models aussi avec l'extérieur, avec les clients. C'est-à-dire que est-ce que c'est aussi un outil de communication ou de travail avec l'extérieur de l'organisation? Est-ce qu'il faut faire en deux temps? Quelle est ton expérience là-dessus? Alors, tout dépend de l'évolution du business model que l'on a généré à travers la démarche.
Je disais tout à l'heure que j'évoquais l'aspect représentation du business model existant comme étant déjà un élément fondamental pour pouvoir bien comprendre le contexte et les enjeux. Si on se situe, c'était le cas chez Partena, dans une perspective d'évolution du business model et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, avoir une approche qui soit plus intégrée au niveau de la multidisciplinarité entre les activités pour rendre les choses plus souples et plus agiles vis-à-vis des besoins du client. À ce moment-là, le business model, il a une vertu aussi complémentaire clé, c'est de pouvoir être un élément qui permet de bien envisager, préparer et identifier les initiatives que l'on va prendre vis-à-vis du client en termes de représentation. Je dirais autant le business model par rapport à ça permet d'avoir une vue complète et intégrée de la représentation dans l'entreprise. Dans l'expression de cela vis-à-vis du client, il s'agira à ce moment-là de pouvoir faire le lien avec le client sur le modèle de service, c'est-à-dire comment est-ce que la partie plus liée à l'offre va pouvoir être déployée au niveau du marché, au niveau des clients. Et ça, je dirais, par rapport à la manière d'y arriver, c'est là où on intègre bien sûr toutes les expertises, tous les atouts dans l'entreprise avec le département marketing, communication externe pour pouvoir rendre les choses les plus pédagogiques, les plus didactiques possibles, et en partant bien sûr toujours de la situation du client. En quoi est-ce que ce modèle de service répond à une situation vécue par le client et à des attentes qu'il peut avoir dans ce contexte-là. La démarche, ou en tout cas le moment pour pouvoir réaliser ça, je pense que ça dépend vraiment d'une organisation à l'autre et d'une entreprise à l'autre par rapport aux enjeux et par rapport au contexte dans lequel elle se situe. Chez Partena, on a eu le souci d'abord de bien ancrer la compréhension, l'adoption et la compréhension du business model en interne avant de prendre une quelconque initiative vis-à-vis des clients, d'intégrer également le modèle de gouvernance en cercle au niveau de l'organisation. Et donc, ça fait maintenant une bonne année et demie que ça a démarré en interne et ça n'a pas encore été abordé en externe vis-à-vis du client. Ça va commencer à partir du trimestre prochain. Donc, on a fait le choix d'avoir une période quand même de 1 an et demi à 2 ans où on pratique les choses d'abord en interne avant de pouvoir le déployer en externe parce que comme il s'agit d'une organisation distribuée, la clé est encore plus dans le contact personnalisé entre le consultant et son client. Et c'est ça qu'on veut bien sûr aussi sécuriser au maximum et donc donner vraiment le temps en interne de le comprendre, de se l'approprier avant d'aller en externe. Voilà, maintenant, le timing, il dépend pour moi d'une organisation à l'autre. Il nous reste une dizaine de minutes. Je crois que tu as évoqué également tout à l'heure, mais j'aimerais peut-être qu'on revienne dessus, l'impact Corona. Et je crois qu'on en discutait hier sur Deloitte a fait une enquête assez intéressante sur les réactions des organisations et des personnes dans les organisations avant et après le Corona. Est-ce que tu penses que ce genre d'approche, donc de refonte de l'organisation, aussi bien au niveau business qu'au niveau organisationnel, c'est quelque chose que le Corona accélère, c'est quelque chose que le Corona remet en cause? Comment tu le perçois, indépendamment du cas Partena, qui est un cas en particulier, mais comment tu perçois ça plus en termes de tendance de fond? Après le choc et le besoin de se réorganiser à court terme, quand il y a eu il y a 1 an l'émergence de la crise, on passe tous et toutes par différentes phases, qui sont quand même encore beaucoup influencées par l'actualité, mais on passe tous et toutes par différentes phases. Et après ces phases de réorganisation, c'est un besoin, une réflexion d'adaptabilité, plus sur le moyen terme et sur l'évolution. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre organisation pour le rendre le plus compatible possible par rapport à ce contexte externe changeant, et terriblement aussi, et très rapidement changeant par rapport à ça. Et donc, je dirais que ce qu'on perçoit, et c'était aussi le résultat de l'enquête dont tu faisais référence, c'est une accélération sur le besoin d'aller vers des transformations en profondeur, pas juste du relifting.
Et donc, c'est ce qui ressortait aussi de cette étude. Et il y a de plus en plus d'études et d'enquêtes qui commencent à sortir sur le sujet actuellement. Avec l'intérêt, c'est justement ce point de comparaison avant la crise et actuellement. Et donc, une tendance lourde qui est on accélère le processus. Et ce processus va vers une perspective de réinvention, ou en tout cas une perspective de transformation beaucoup plus en profondeur de son modèle. Et donc ça, c'est une tendance lourde. Après, il y a quand même toujours 10% un peu d'irréductibles qui sont convaincus qu'il ne faut rien changer et que ça va passer. Mais c'est 10%. Et par contre, il y a 60% des répondants dans cette enquête qui estimaient qu'il fallait vraiment réinventer l'organisation du travail dans les organisations pour justement y donner beaucoup plus de sens, pour pouvoir distribuer aussi beaucoup plus les rôles dans l'entreprise et au niveau des différents collaborateurs. Mais face à cela, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Et là, c'est un peu le paradoxe, c'est quand on pose la question de savoir au niveau de ces entreprises, quels sont les freins et quelles sont les barrières à cette transformation. Il y en a 42% qui répondent qu'on n'est pas prêt et 37% qui répondent qu'ils ont trop de priorités. Donc, on a à peu près avec 79% des décideurs qui sont très conscients de l'urgence de cette transformation en profondeur, mais ces 79% ne voient pas vraiment la voie pour y arriver. C'est pas anormal. C'est pas anormal parce qu'il s'agit vraiment de revoir nos entreprises, nos organisations vraiment avec des autres lunettes et oser repenser des éléments qui sont parfois fondamentaux dans notre approche et dans notre mode de fonctionnement. Et là, très clairement, je pense que justement, ces approches plus intégrées que l'on a pratiquées au niveau de Partena, en connectant la gouvernance, le business model et le développement personnel, individuel et collectif, autour de la vision de l'entreprise, incarnée ici à travers l'expression d'une raison d'être, ces trois éléments-là sont pour moi vraiment pas la réponse, mais une des réponses fondamentales par rapport à celles et ceux qui légitimement se posent la question aujourd'hui de dire on n'est pas prêt ou on a trop de priorités. Là, ça me semble une très très bonne synthèse et on se rapproche de la conclusion. Donc, c'est déjà un bon résumé. Laurent, toi qui es aussi en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise et qui intervient aussi dans beaucoup de forums de dirigeants et autres, est-ce que tu perçois le même besoin? Est-ce que tu as le sentiment que la solution dont on parle ici avec Jean-Pierre parle à ces dirigeants d'entreprise, à ces CEO avec qui tu interagis? Oui, de plus en plus, et en même temps pas encore assez. Je pense que, comme l'a dit Jean-Pierre, ça demande véritablement une vision à long terme, intégrée, qui dépasse simplement la poursuite du profit, qui inclut toute une série d'autres paramètres. Et ça, il faut bien reconnaître que ce n'est pas encore l'apanage de tous les dirigeants d'entreprise, qui restent parfois encore, même à la faveur de la crise, focalisés sur comment est-ce qu'on va sauver l'augmentation du profit, etc., etc. Et là, voilà, il faut qu'il y ait une évolution qui doit venir des personnes elles-mêmes. Ce que moi je vois, c'est que vu le succès de toute une série d'organisations telles que Partena Professional qui évoluent, ça va faire tache d'huile. Et de ce point de vue-là, je voudrais simplement préciser une chose par rapport à tout ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est que on a commencé avec Partena à faire des pilotes. Et on a mesuré assez rapidement l'impact qu'avaient ces pilotes, donc qui incluaient à la fois la nouvelle gouvernance et le nouveau business model. Et on s'est rendu compte assez vite que ça avait un impact très positif sur le NPS, le Net Promoter Score, vis-à-vis des clients, même s'il n'y avait pas eu de promotion de ce nouveau business model ou de cette nouvelle gouvernance, et que ça avait aussi des impacts positifs en termes de bien-être, de satisfaction des personnes à l'intérieur même de Partena. Et c'est ça qui a fait que ça a pu, on a pu se mettre d'accord au sein de Partena sur le besoin de déployer toute cette approche progressivement. Et donc, moi, ce que je voudrais dire par rapport à cela, aux dirigeants qui nous écoutent ou qui s'intéressent à ce type de démarche, c'est de commencer par des pilotes, pour voir effectivement comment ça peut prendre ou pas dans l'organisation et si oui, la déployer. Sachant que les pilotes doivent être accompagnés par un comité de direction qui accepte lui-même aussi
de rentrer dans cette nouvelle gouvernance et que cela va permettre véritablement de réussir ou pas, selon moi. Jean-Pierre, est-ce que tu souhaites conclure ou rajouter quelque chose avant qu'on clôture cet échange? Ben, je voulais peut-être juste rajouter que le défi, ce n'est pas de faire un peu de gouvernance et puis un peu de développement et puis un peu de business model et puis on recommence la séquence. Le défi, c'est de tout faire en même temps. Mais c'est la clé. C'est à la fois ambitieux, ça nécessite de l'organisation, ça nécessite aussi de distribuer aussi les rôles et les tâches dans l'organisation, hein, et pas de ramener ça à un noyau de quelques personnes. Et c'est très bien ainsi, parce qu'on pratique ainsi de manière très concrète une gouvernance distribuée aussi. Mais c'est vraiment pour moi important de pouvoir, à un rythme bien sûr qui est propre, mais de pouvoir avancer sur ces dimensions-là en même temps, parce que c'est la combinaison entre celles-ci qui sont pour moi la clé de la réussite par rapport à une transformation qui s'inscrit dans la durée dans les organisations. Voilà, Jean-Pierre, Laurent, je pense qu'on va conclure cet échange. Je vous remercie tous les deux, ça a été très riche, et je remercie à toutes les personnes qui ont posé des questions pour alimenter la discussion. Avant de rendre l'antenne, comme on disait dans le temps, juste rappeler qu'on organise régulièrement des webinaires du même style. Alors, la date du prochain webinaire n'est pas encore fixée, mais ça va être très, très rapide, et n'hésitez pas à vous inscrire sur la mailing list Fusis pour être automatiquement invité. Il y a un certain nombre de sujets. On va parler notamment des gouvernances collaboratives dans les services publics ou dans les municipalités. Ça, c'est un sujet qui va arriver bientôt. Il y a d'autres sujets. Et sachez également que tous les webinaires passés, vous pouvez écouter le replay, et vous avez plus que le replay, donc plus que l'enregistrement des webinaires, mais vous avez un article qui accompagne à chaque fois le webinaire avec toutes les informations clés, les liens sur ce qui a été discuté, qui est rédigé par Marine Lemel qui travaille avec nous. Et donc, ça sera également le cas pour ce webinaire. Vous recevrez, je sais pas, d'ici une dizaine de jours, je suppose, si vous êtes dans la mailing list Fusis, de nouveau, un résumé de toutes les discussions avec tous les liens sur les éléments clés. Et peut-être un dernier point, c'est que nous organisons aussi régulièrement, soit pour les entreprises, les organisations, les grandes organisations qui souhaitent découvrir un peu plus en profondeur ce que c'est que cette approche de transformation, soit ce qu'on appelle des discovery tours ou des masterclass dédiés à une organisation. Donc, on va réunir pour une après-midi ou une journée les personnes intéressées dans l'organisation pour leur faire expérimenter et découvrir tout ça en profondeur. Et on le fait parfois également en inter-entreprise. Donc, quand plusieurs organisations souhaitent le faire, on peut le faire. Donc, ça, c'est fait sur, je dirais, à la demande, mais ça peut être aussi un moyen d'approfondir le sujet d'une façon très concrète. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite soit la prochaine une bonne réunion, soit un bon appétit. À bientôt. Et encore merci Jean-Pierre, merci Laurent. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.